brièvement en attendant les diapos. Je suis le commissaire de police Ouadroudine Benalian Idi de l'Union des Comores, actuellement à l'ISF, en qualité d'officier en charge de la planification et du développement de la composante police. Alors, je vais vous présenter très brièvement l'ISF, son but, ses missions et son organisation, puisque le ministre de la Défense étant ici dans son speech, il nous avait dit que nous sommes ici pour répondre à une question. Qu'est-ce que l'ISF? Alors, en quelques slides, en quelques diapos, je vais essayer de vous répondre à cette question, et espérant que les débats vont nous apporter beaucoup d'éclaircissements avec la hiérarchie qui est ici, très fortement expérimentée dans cette organisation, notamment le colonel ici présent qui a beaucoup œuvré dans ce cadre-là. Ici, nous avons le général. Je m'en excuse. En tant qu'Antony, je mérite des sanctions. We can go, Monsieur, please. Alors, l'objet de cette présentation, clairement et simplement, il s'agit de présenter un exposé général sur la force est-africaine en attente. Faire en sorte qu'en sortant ici, chacun pourra expliquer c'est quoi cette force appelée ISF en long et en large, si vous voulez. Alors, le contenu de ma présentation, excusez-moi ou excusez l'informaticien, le contenu de ma présentation portera sur 4 points. Le premier point est celui demandé par Excellence Monsieur le Ministre, à savoir répondre c'est quoi l'ISF. Deuxième point portera sur les fondements et le contexte de création de cette institution. Troisième point, nous allons parler de son atteinte à sa pleine capacité opérationnelle. Et enfin, nous allons essayer d'expliquer le processus de déploiement de nos forces que nous appelons processus opérationnel. Alors, ici, la majorité de la salle est dominée par des étudiants. Je n'ai rien à dire ici, il s'agit de la carte d'Afrique. Et pour gagner du temps, je préfère qu'on avance. Alors, ma présentation commence par un conseil qui a été donné par un certain Alan Cohen, qui demande à tout un chacun, pas à nous seulement, et dans tous les domaines qui ce soit, à ce que n'attendez pas que les conditions soient parfaites pour commencer à agir, mais plutôt commencer à agir car ça rend les conditions plus parfaites. Autrement dit, nous n'attendons pas la paix et la stabilité de notre région menacée pour agir, mais l'Union africaine, à travers l'ISF, a préféré commencer à agir pour rendre les conditions meilleures. Première question à répondre, c'est de savoir c'est quoi l'ISF, la force est-africaine en attente. L'ISF est une institution sous-régionale dont les missions et la vision, nous allons les voir plus loin, mais composée de 10 États membres. La République de Burundi, l'Union des Comores, la République de Djibouti, la République fédérale démocratique d'Éthiopie, la République du Kenya, la République du Rwanda, la République du Seychelles, la République fédérale de Somalie, la République du Soudan et enfin la République d'Ouganda. Pour bien comprendre l'ISF, nous avons jugé utile de vous présenter son organigramme à travers tous les acteurs qui interviennent
à partir de son organe politique jusqu'aux organes techniques. Les organes de l'ISF sont composés comme suit. Au sommet de la pyramide, nous avons le sommet des chefs d'État et de gouvernement, de tous les États membres, bien sûr. Au-dessous, nous avons le Conseil des ministres de défense et de sécurité. Suit ensuite le comité des chefs d'état-major des forces armées des 10 États membres. Et ensuite, le secrétariat de l'ISF dirigé par un directeur ici présent. Le directeur est assisté par 3 membres de son staff direct, à savoir son conseiller juridique, un assistant militaire ici présent, un officier de liaison auprès de l'Union africaine et un auditeur interne. Le secrétariat de l'ISF est composé de deux grands départements. Le département des opérations de maintien de la paix, dirigé par un chef de département, et le département finances et administration, dirigé également par un chef de département. Chaque département est composé par des sections. Le département des opérations de maintien de la paix est composé par la section politique, la section d'information et de liaison et la section de planification et de gestion des missions. Le département des finances, quant à lui, est composé de 2 sections. La première section, c'est la section des ressources humaines et de l'administration. La deuxième section, c'est la section qui est chargée de nous payer et de nous donner tout ce qui est fonds, la section des finances. Suivant. Pour bien comprendre, bien évidemment, l'institution, il nous est nécessaire de savoir d'où vient l'ISF et comment en est-on arrivé jusqu'à aujourd'hui, qui atteint sa pleine capacité opérationnelle. Je vais vous citer quelques dates historiques marquant la création et l'évolution de l'ISF. D'abord, du 6 au 8 juillet 2004, un sommet des chefs d'État et des gouvernements a eu lieu à Addis Abeba, qui a décidé l'établissement de la brigade en attente de l'Afrique de l'Est. C'est la base de l'ISF aujourd'hui. Ensuite, le 10 septembre 2004, le cadre politique de cette institution, appelée en ce moment-là ISBRIG, a été mis en place avec 3 structures qui composent la brigade, excusez-moi, à savoir le PLANEM, l'élément de planification, la base logistique et le quartier général des forces. Le 30 mars 2007, l'ISF a connu un remaniement permettant de changer son appellation dans un souci d'intégrer les autres forces de maintien de la paix, à savoir la police et les civils, dans la composante générale de l'ISBRIG. Du coup, la brigade a changé de nom à une force multidimensionnelle. Donc, la brigade de l'Afrique de l'Est devient la force de l'Afrique de l'Est. En 2008, l'Union africaine et la force africaine en attente a signé une convention sur la coopération entre tous les forces africaines en attente et l'Union africaine. En janvier 2011, puisqu'en 2007, l'objectif d'intégrer les 2 composantes civiles et police
dans l'institution a été acquis, en 2011, la signature officielle a eu lieu et désormais, à partir de là, officiellement, la force africaine en attente est composée de 3 composantes, à savoir militaires, civils et police. En 2014, février précisément, le Conseil des ministres a décidé d'accélérer le processus d'accession à la pleine capacité opérationnelle en 2014, décembre précisément, alors qu'il était prévu préalablement 2015. Chose acquise, le processus a été accéléré en décembre 2014. En février 2014, pardon. En août 2014, la Convention sur le regroupement des forces a été signée. Et enfin, en décembre 2014, la force est-africaine en attente déclare sa pleine capacité opérationnelle avec des forces composées de 5600 hommes, police, militaires et civils. Alors, on peut se demander la question suivante. Quelle est la vision de l'ISF? Étant donné que nous sommes arrivés à regrouper ces forces-là, à avoir le soutien politique du Conseil des ministres et bien évidemment des chefs d'État et de gouvernement, l'ISF a une vision. Cette vision a double casquette, à savoir contribuer à la paix, la sécurité, la stabilité régionale et continentale. Deuxième étape, c'est de renforcer l'intégration régionale. La mission, quant à elle, il s'agit de maintenir et soutenir une force en attente qui sera multidimensionnelle et intégrée et surtout totalement opérationnelle et prête à répondre à n'importe quelle crise qui va survenir dans nos États membres ou en Afrique. Bien évidemment, chaque institution ou chaque cadre, chaque force légale doit avoir des fondements de droit. C'est pourquoi nous avons jugé utile de vous citer ici les fondements de la force en attente des États d'Afrique de l'Est. Le cadre légal est ici cité par ces différents textes. En premier, la charte de l'Union africaine, puisque nous savons très bien que l'Union africaine est l'institution mère de toutes les forces d'Afrique en attente, notamment l'ISF. Deuxième cadre, il s'agit de l'acte constitutif de l'Union africaine. Ensuite, le protocole établissant le Conseil de paix et de sécurité, toujours de l'Union africaine. Vient la Convention de coopération dans les zones de maintien de la paix et de sécurité entre les communautés et les mécanismes régionaux. Ensuite, l'accord portant création de l'ISF. Enfin, la Convention sur le regroupement des forces que nous avons citée plus haut. Quant à l'architecture de paix et de sécurité de l'Afrique, qui permettent également de mieux comprendre d'où vient la force africaine en attente, il est coordonné, bien évidemment, par le Conseil paix et sécurité, composé des fonds pour la paix de l'Union africaine, des conseils des sages, des forces africaines en attente, évidemment, et du système continental d'alerte. Tous, généralement, conseillés par les politiques africaines communes de la paix et de la sécurité et du comité militaire des chefs d'état-major. Le slide suivant consiste à la répartition régionale des forces africaines. Brièvement, l'Union africaine est composée par 5 forces sous-régionales en attente, à savoir le Nord, l'Ouest, le centre, le Sud et l'Est qui nous concernent ici. Dans le slide, vous allez voir que du côté de l'Afrique de l'Est, certains pays n'y figurent pas, puisque au cours des années, ils ont choisi d'intégrer d'autres forces africaines
en attente ou alors des processus politiques sont en cours et ce n'est pas encore en fin de règlement. Et ça, c'est politique, je ne suis pas dedans. Alors, le développement de l'USF a été régi par 3 feuilles de route, principalement qui consistent à cadrer chacune la période et les actions à mener dans cette période. La première feuille de route couvre la période 2006-2008. C'est la feuille de route qui consiste à la détermination des documents de base pour la mise en place des forces africaines en attente, tous les 5. Ces documents sont particulièrement la doctrine, les procédures opérationnelles standards, les documents de formation, d'évaluation, les documents de commande et de contrôle, et bien évidemment, les documents régissant l'élément de planification de chaque force africaine en attente. Deuxième feuille de route, elle couvre la période de décembre 2008 à décembre 2010. Elle consiste à donner des directives pour résoudre les questions en suspens qui ne sont pas résolues directement par la feuille de route numéro 1. Ensuite, elle consiste à consolider les progrès réalisés à travers l'exercice Amani Africa, qui est un exercice de maintien de la paix des forces en attente. Troisième et dernière feuille de route, elle couvre la période 2010-2015 et a pour objectif de spécifier les zones d'intervention et la défense des intérêts. Il s'agit principalement du travail social de proximité, des structures et capacités de gestion, des prises de décision et des processus de planification des missions, ainsi de suite. L'USF a pour un objectif, bien évidemment, un jour espérer être déployé sur le terrain. C'est pourquoi nous allons voir l'atteinte de sa pleine capacité opérationnelle. Alors, pour comprendre l'atteinte de sa pleine capacité opérationnelle, nous allons voir combien de forces nous en disposons et combien comptons les déployer à partir des forces engagées que nous avons à déployer et à mettre opérationnelles. Ces forces-là sont générées par les États membres, bien sûr, et approuvées par les institutions, jadis, les institutions habilitées à l'éprouver, à savoir le sommet des chefs d'État et de gouvernement et bien évidemment l'Union africaine. Nous avons au quartier général des forces de l'ISF une compagnie. Dans le système d'information et de communication, nous avons 2 troupes et un escadron. Nous avons un bataillon mécanisé, un escadron de réserve, une troupe d'artillerie. Nous avons 3 bataillons motorisés, un bataillon d'infanterie, 2 compagnies ingénierie de combat, un escadron de forces spéciales, une peloton de police militaire, un hôpital de niveau 1 militaire, c'est-à-dire des premiers soins nécessaires. Nous avons 4 unités de police constituées et nous avons plus de 440 officiers de police individuels formés et prêts à être déployés. Nous avons également des observateurs militaires formés et prêts à être déployés et évidemment de nombreux civils déjà prêts à être déployés. Quelques photos ici illustrent la présence et les effectifs, mais aussi le matériel des forces armées et de l'ISF prêts à être déployés. Je crois que certaines photos ici, vous reconnaissez le directeur de l'ISF. À gauche, je crois, en bas, il y a l'homme en tenue qui est différent des autres tenues. C'est le force commandant, le chef, si vous voulez bien, des forces de l'ISF, le général de brigade Kabissa Domissi. Ensuite, vous avez les différentes forces et leurs
matériel. On peut avancer ici. Depuis 2007, l'ISF a réalisé certains exercices. Qui dit exercice dit entraînement, à savoir des scénarios, des scénarios mis en place par les officiers en charge de planification et de formation de l'ISF, qui consistent à jouer à peu près chacun de nous un rôle de réalité d'une intervention, d'une mission de maintien de la paix dans un pays quelconque. Ces exercices sont réalisés dans différents pays. En 2007 et 2008, nous n'en avons pas réalisé, mais à partir de 2009, vous allez voir que nous avons réalisé des différents exercices jusqu'en 2014. Et en 2015, il y aura aussi un exercice, je crois bien, au Kenya, si je ne me trompe. Alors, pourquoi dit-on que nous avons atteint la pleine capacité opérationnelle? Je crois que des éléments ont contribué à rassurer cette pleine capacité opérationnelle. Et ces éléments-là, nous pouvons citer l'engagement politique des autorités des États membres. Ensuite, et c'est le plus gros des morceaux, la reconnaissance par l'Union africaine de cette pleine capacité opérationnelle. Et ensuite, le niveau technique, nous avons des troupes assurément bien formées et motivées, nous avons les structures adéquates et bien évidemment, nous comptons pleinement sur une grande coopération et un partenariat avec nos partenaires dont certains sont ici présents. Alors, comment nous opérons sur le plan, comment nous opérons sur le terrain lorsqu'on déclare l'opérationnalité des troupes? 6 scénarios sont possibles. Premier scénario, c'est lorsqu'un conseil militaire régional de l'Union africaine intervient pour une mission politique avec un mandat ou une résolution. 30 jours à partir du mandat ou de la résolution, ce conseil doit intervenir dans le but purement politique en ce moment-là. Scénario 2. Il s'agit d'un déploiement conjoint d'une mission d'observation entre l'Union africaine et les Nations unies, toujours à partir d'un mandat ou d'une résolution et toujours dans les délais de 30 jours. Troisième scénario, une mission régionale autonome d'observation, à partir des mandats ou une résolution et toujours 30 jours. Quatrième scénario, lorsqu'une force de maintien de la paix de l'Union africaine, conformément au chapitre 5, alinéa 1, et une mission de déploiement préventif est prévue, toujours dans un délai de 30 jours et toujours conformément à un mandat ou une résolution. Cinquième scénario, lorsqu'une force de maintien de la paix pour une mission complexe, multidimensionnelle, y compris le niveau le plus bas, c'est-à-dire lorsqu'il nécessite toutes les forces regroupées, à savoir police, civile et militaire. De là, nous avons 90 jours pour agir à partir de la résolution ou du mandat. Et sixième scénario, c'est lorsque, par exemple, dans le cas du génocide, crime de guerre et crime contre l'humanité, les forces doivent être déployées. Là, le délai est réduit parce que, vu l'urgence et la situation, la nature aussi du conflit, génocide, crime de guerre, crime de l'humanité, nous avons 4 jours à partir du mandat ou de la résolution pour agir. Le processus de déploiement continue ici, c'est juste un schéma qui prouve le détail que nous venons de voir, 82 pour agir dans un contexte d'observation, et puis le déploiement de l'Union africaine et le déploiement des Nations unies. Toujours dans le processus opérationnel, nous avons 3 niveaux. Le niveau continental, qui parfois nécessite le mandat, on peut dire nécessite le mandat, bien évidemment, qui est, nous considérons comme c'est le niveau le plus stratégique, parce qu'il inclut soit l'Union africaine, soit les Nations unies, et bien évidemment à travers le département d'opération de maintien de la paix. Dans ce cas, le rôle de ces organes-là, c'est d'en avoir un mandat pour planifier et commander les missions.
Deuxième niveau, c'est le niveau régional. C'est le niveau que l'on appelle le niveau stratégique. Ici, ça consiste les États membres directement à partir du Conseil des ministres jusqu'au chef d'état-major des armées de l'ISF et bien évidemment l'ISF lui-même. Quel est le rôle? Le rôle, c'est de coordonner les forces. En ce qui concerne le ministre, il s'agit d'engager le processus politique des forces au niveau régional. Et pour l'ISF, c'est de coordonner les forces, les former, les planifier et surtout les assister. Et enfin, le troisième niveau, c'est le niveau national. Il s'agit des niveaux purement techniques qui nécessitent la formation des forces nationales et l'assistance. L'ISF, dans son fonctionnement, tout comme bonne organisation, nécessite une bonne coopération. Et l'ISF coopère avec beaucoup d'institutions, dont l'Organisation des Nations Unies, l'Union africaine et d'autres institutions régionales, à savoir la force nord-africaine en attente, la force est-africaine, sud-africaine en attente, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, des États d'Afrique centrale, l'IGAD, et puis le COMESA qui est aussi une organisation sous-régionale de l'Afrique de l'Est et du Sud, je crois. Enfin, nous allons retenir ces citations du chef d'état-major des armées du Rwanda qui, bien placé en tant que chef d'état-major, pour déclarer la pleine capacité opérationnelle, il déclare, je cite, « La force est-africaine en attente a atteint sa pleine capacité opérationnelle. Elle attend uniquement un mandat de l'Union africaine pour déployer ses troupes dans les zones de conflit. » Autrement dit, ce que je vous ai dit ici en ce qui concerne la pleine capacité opérationnelle, c'est les vrais concernés eux-mêmes qui l'ont déclaré et qui l'assument, d'où la déclaration officielle par les autorités concernées. Quant à moi, je vous demande de s'unir ensemble, car si nous ne bâtissons pas notre région, personne ne le fera à notre place. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci, commissaire Swadroudine, pour votre présentation. Nous allons désormais faire une pause de 5 minutes pour permettre aux panélistes de se préparer aux questions de l'audience. Merci.